Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce nouveau chapitre consacré aux matrices. Donc on a déjà vu les espaces vectoriels, on a vu les applications linéaires, on va voir que les matrices c'est lié aux applications linéaires. Donc dans la suite, EF désigneront des K espaces vectoriels de dimension finie, généralement de dimension P et N. Soit F, une application linéaire de grand E vers grand F, on prend la base B des EJ, J allant de 1 à P, comme base de E, puisque E est de dimension P, et B', la famille UI, I entre 1 et N, puisque F est de dimension N. Quel que soit J compris entre 1 et P, il existe des réels à IJ, tels que I compris entre 1 et N, et F de EJ est égal à la somme de I égale 1 à N des IJ UI. Ah oui, parce que F de J est une combinaison linéaire des UI. Et donc ça, c'est une écriture unique. Donc une écriture unique, vraie pour chaque J. Donc on va se retrouver avec N fois P AIJ. Donc une suite AIJ. On va voir qu'on va l'ordonner pas n'importe comment tout à l'heure, mais sous forme d'un tableau. Donc avec des I qui se baladent comme ça. D'accord ? Donc ça appartient en fait à K à la puissance NP. Là, je mets appartient à K pour dire que chaque AIJ appartient à K. D'accord ? Réciproquement, si je me donne N fois P terme AIJ appartenant à K puissance N, hein, il existe une unique application linéaire petit f de E vers F, telle que F de J, quel que soit J, F de J soit égal à ça. Combinaison linéaire des 8. D'accord ? Voilà, et ça, je sais qu'elle est unique. La donnée des NP réels AIJ est appelée une matrice. Une matrice que l'on note comme ça, d'accord ? Et une matrice de K puissance. Alors, une matrice. Voilà. Et en fait, on va dire que c'est une matrice NP. Les termes, les coefficients appartiennent à K. Elle est représentée par un tableau rectangulaire à n lignes et p colonnes, d'accord ? C'est-à-dire de cette façon-là, d'accord ? Donc, quand j'écris AIJ, ce qu'il faut comprendre, c'est que I, ça représente la ligne, et J, la colonne, d'accord ? Ça, vous voyez, tous les termes de la première ligne commencent par A1, A1, 2, A, jusqu'à A1, P. Et là, je passe à la deuxième ligne, 2, 1, 2, 2 jusqu'à 2P, et la dernière, N1, N2 jusqu'à NP. Par contre, là, j'ai les colonnes. Alors les colonnes, le deuxième indice ne change jamais. Là, c'est 1, là, c'est 2, le dernier, c'est P. La jème colonne correspond aux coordonnées de FEJ dans la base UI. D'accord ? Donc la deuxième colonne, le J ne bouge pas, et on va avoir A1J, A2J, A3J jusqu'à ANJ. D'accord ? Voilà. Donc, on parle de matrice NP ou de matrice N fois P. L'ensemble des matrices de N ligne P colonne est noté MNP de K, pour dire que le coefficient sont dans K. Si N égale P, bon, la matrice n'est plus rectangulaire mais carrée, on parle de matrice carrée. Et l'ensemble des matrices carrées, c'est MNK égale MNN de K. Alors on va voir qu'il y a une structure sur MNP. Exemple, une matrice 2, 3 à coefficient dans R. Alors j'aurais pu donner par exemple des valeurs précises, ça. Par exemple 1, 0, 4, moins 1, pi, racine de 2. Voilà une matrice de 3, elle a bien deux lignes. D'accord ? Première ligne, deuxième ligne, 3 colonnes. Donc ça c'est A11 égale 1, A12 égale 0, A13 égale 4, A21 égale moins 1, A22 égale pi, A23 égale racine de 2. Soit E et F maintenant, deux K espaces vectoriels de dimension N, P et N, de base EJ, alors sous-entendu J compris entre 1 et P, UI, I compris entre 1 et N. Petit 1, eh bien, je reprends en fait ce qu'on a vu avant, mais avant, on n'avait pas les matrices. Si F appartient à L de EF, donc application linéaire de EF, et si quel que soit J, F de J est égal
la somme pour i égale 1 à n des aij uj, eh bien on dira que on dira que la matrice NP A égale comme ça, est la matrice de F relativement aux bases EJ, UI. Ça veut dire sous-entendu, I compris entre 1, alors I ce sont les J est compris entre 1 et P, I compris entre 1 et N. D'accord? On la note A égale matrice de F, une matrice de F comme ça. Réciproquement, si on se donne une matrice A et J, alors une matrice NP, donc une matrice NP, ça veut dire que I varie entre 1 et N et J entre 1 et P, d'accord? Il existe une unique application linéaire petit f appartenant à L de F, donc tel que, vérifiant ça. Ça, on sait qu'il y a une unique application telle que ça. Hein. Dès qu'on se donne des images des EJ, il n'y en a qu'une. Voilà. Bon, eh bien, dans ce cas-là, F est l'application linéaire de matrice grand A, relativement aux bases EJ, UI. D'accord? Alors évidemment, on a A égale matrice de F. On vient de démontrer que si E et F sont deux K espaces vectoriels, le premier de dimension P de base EJ, le second dimension N de base UI, eh bien on vient de démontrer que l'application grand M qui a F appartenant à L de EF, autrement dit à une application linéaire de E vers F, associe sa matrice relativement aux bases EJ, UI, est une bijection. Bien, si A est une matrice de MNP de K, B une matrice de MNP de K et lambda un scalaire, on pose A plus B qui est égal à CJ, on fait la somme terme à terme. C'est-à-dire que CJ c'est AIJ plus BIJ, quel que soit I et J. Et lambda A, ben on multiplie par lambda tous les termes. Donc ça veut dire DIJ est égal à lambda J. Bien alors, MNP de K est un K espace vectoriel tout à fait évident, dont l'élément neutre AIJ est la matrice rectangulaire NP avec que des zéros, et la matrice opposée de A, symétrique de A, elle s'obtient en multipliant A par moins 1, donc ces coefficients sont moins AIJ. Ça, c'est un exercice très facile que je vous laisse faire, de démontrer que c'est un K espace vectoriel. Propriété, soit 2K espaces vectoriels, toujours les mêmes, EF, dimension, base, M, toujours la même aussi. Alors, cette application grand M est linéaire, hein, matrice de F plus G égale matrice de F plus M, matrice de G, matrice de lambda F égale lambda matrice de F. C'est donc un isomorphisme, d'où on déduit que MNP de K est un K espace vectoriel, on le savait déjà, de dimension NP, et de base, les matrices A et J, J étant toujours entre 1 et P, I entre 1 et N, où AIJ c'est la matrice que je devrais écrire delta IJ, c'est-à-dire la matrice, en fait, je veux une matrice là, dont tous les coefficients sont nuls, sauf celui de la ième ligne et jème colonne qui vaudra 1. Donc ça correspond à l'application qui aux EK entre 1 et P, associe 0, d'accord, sauf pour K égale J, ou alors à EJ on associe UI. Et donc ça correspond exactement à cette matrice. Bon, la démonstration est évidente. Si MF est une matrice AIJ, si la matrice de G est BIJ, F de EJ est égal à la somme des AIJ EI, G de EJ la somme des BIJ EI, F plus G de EJ qui est F de EJ plus G de EJ va être la somme des AIJ plus BEJ plus BIJ facteur de EI, et lambda F EJ qui est lambda F de EJ va être égal à la somme des lambda AIJ EI, d'où la linéarité. D'accord? Alors, MNP de K, qui est l'image par M de L de EF, et qui est linéaire et qui est bijectif, qui est donc un isomorphisme. C'est donc un K espace vectoriel de dimension égale à la dimension de L de EF, qui lui est de dimension NP. D'accord? Donc on va reprendre la base de LEF, puis on va associer les images par M. Donc FIJ, c'est l'unique application qui transforme finalement EJ en UI, et donc pour K différent de J, ils sont transformés en 0, et pour K égale J, c'est transformé en UI.
D'accord? Ce qui donne exactement, c'est bien ça, la matrice de ça, d'accord? Et qui va nous donner cette matrice-là. Voilà. Cette matrice-là, delta J, j'ai envie de la noter, où il n'y a que des zéros, et là, ce sont aussi que des zéros. Si je prends cette ligne qui est la ligne... non, si je prends cette colonne qui est la colonne J, j'ai un 1 à la ligne I. D'accord? Donc le 1, c'est ligne I, colonne J. Ça correspond exactement à ce que j'ai dit avant. Propriété. E, F, G sont 3 K espaces vectoriels de dimensions respectives P, N, M. Et de base, BE pour E, donc ce sont des EJ, J est donc entre 1 et P. BF pour F, ce sont des UK, famille UK, K entre 1 et N. Et BG, la base de G, ce sont une famille WI, I entre 1 et M. F est linéaire de E vers F, G de F vers G, de façon à pouvoir faire G rond F. Et bien la matrice de G rond F, justement, alors G rond F, il part d'un espace de dimension P, il arrive dans un espace de dimension M, donc c'est une matrice MP que j'appelle CIJ, relativement aux bases BE et BG de E et G, puisque G rond F part de E, elle arrive dans G. Et bien, pour J entre 1 et P et I entre 1 et M, CIJ est égal à K, c'est ce qu'on va démontrer, somme de K égale 1 à N des RIK BKJ. Démonstration. Je prends J entre 1 et P, et donc je calcule F de J, donc comme sa matrice c'est les BKJ, eh bien ça donne ça, d'accord? Et maintenant, j'ai besoin de prendre G de UK, G de UK, lui, il va, comme sa matrice c'est A, il va être égal à ça. Donc quand je fais G rond F de EJ, je fais somme des BKJ de G de UK, c'est-à-dire de ça, et donc ça me donne ça. Évidemment, je rentre le BKJ dedans, hein, et j'obtiens donc que G rond F de EJ va être égal à la somme de K égale 1 à N de somme de I égale 1 à P des BKJ AIK WI. Et là, je peux regrouper tout ce qui est WI pour un I fixé. Donc, somme de I égale 1 à N, et on sait que ça revient à inverser. Donc, somme de K, on inverse les deux sommes, somme de K égale 1 à N, des AIK BKJ. Et donc, ça fait bien somme de 1 à P des CIJ WJ. Et donc, ça me donne bien le résultat qui dit que CIJ, parce que là, je reconnais CIJ, est la matrice de G rond F relativement aux bases BE et BG de E et G. Voilà. Eh bien, ce résultat va me permettre de définir la multiplication de deux matrices de façon à ce que la multiplication de deux matrices corresponde à l'application linéaire composée de deux applications linéaires. Donc deux matrices A appartenant à Mn de K, B appartenant à Np de K. Alors j'insiste sur le fait qu'il faut que pour multiplier A fois B, il faut que là je Mn, et là je repars de N, Np. Alors A fois B est égal à Cij appartenant à M, enfin est une matrice MP, avec Cij qui est donné par cette formule-là. Voilà. Donc, si A, alors ça, j'en déduis donc, grâce au travail que j'ai fait avant, que si A est la matrice, alors je me remets là-dedans, hein, je redis pas ce que c'est que E, F et G. Donc, si A est la matrice de G, et B la matrice de F, eh bien, on a donc, d'après ce qu'on a vu avant, qu'est-ce qu'on a vu avant? Ça, c'était la matrice de G rond F. Elle va donc être égale à la matrice de G fois matrice de F. Voilà. Et donc, j'ai rien à démontrer. Là, j'ai une définition. Et là, cette propriété, bah, c'est exactement l'interprétation de ce que j'ai fait avant. Alors, comment va-t-on multiplier des matrices? Ça veut dire quoi, ça? D'accord? Ça veut dire que, par exemple, si j'ai une matrice de 3, je peux la multiplier par une matrice 3 n'importe quoi.
par exemple ici 3, 4, 3 lignes, 4 colonnes. Ici c'est une 2, 3, 2 lignes, 3 colonnes. Et voilà comment on fait. C'est ça, ça signifie ça. On couche la colonne sur la ligne. Et on fait donc A1, 1, B1, 1 plus A1, 2, B2, 1 plus A1, 3, B3, 1. Et puis on prend cette colonne, on la couche sur la deuxième ligne. A2, 1, B1, 1 plus A2, 2, B2, 1 plus A2, 3, B3, 1. D'accord? Et pour les autres, on recommence, c'est-à-dire qu'on prend la deuxième colonne, tac, on la met là, et on la met là, etc. Alors, B fois, lui, il n'existe pas ici, parce que B, c'est une matrice 3, 4, d'accord? 3, 4, et donc il faut que je la multiplie par une 4, quelque chose. Alors là, j'ai pas une 4 quelque chose, j'ai une 2, 3, donc ça ne marche pas, on ne peut pas la multiplier. Distributivité, soit A, une matrice Mn, donc c'est Mn de K, hein, j'ai fait rapide, B appartenant à MNP de K, C appartenant à MPQ de K. Alors, vous noterez que ça se suit bien MN, NP, PQ. Donc, on va pouvoir considérer A fois B, qui est une MP, d'accord? Et du coup, on peut la multiplier par C, et ça va donner une MQ. B fois C, qui est une NQ, on va pouvoir faire A fois celle-là, et ça nous fera une MQ aussi. D'accord? Donc c'est parfaitement légal. Alors, A fois B fois C est égal à A fois B fois C. Démonstration. Ben, je prends comme espace E, alors je vais l'appeler EQ, K à la puissance Q, donc de dimension Q, EP K puissance P de dimension P, En K puissance N de dimension N, Em K puissance M de dimension N. Et je les rapporte à leur base canonique. Et je considère, donc je dis que C, c'est l'application linéaire associée à la matrice grand C. Que B, c'est l'application linéaire associée à la matrice grand C, grand B. Et A, c'est l'application linéaire associée à la matrice grand A. Autrement dit, j'ai matrice de petit c égale grand C, matrice de petit b égale grand B, matrice de petit a est égale à grand A relativement aux bases canoniques. A fois B, ben, d'après ce que j'ai vu avant, c'est la matrice de A rond B. Donc A fois B fois C, ça va être la matrice de A rond B rond C. B fois C, c'est la matrice de B rond C. A fois B rond C, c'est la matrice de A rond B rond C. Mais A rond B rond C est égal à A rond B rond C. Ça, c'est des propriétés d'algèbre qui sont valables avec toutes les applications, que ce soit linéaire ou non. C'est pas la distributivité d'ailleurs. Hein. Je me suis trompé, c'est la transitivité. Non, c'est l'associativité, pardon. Associativité de la multiplication. Donc, l'associativité de la multiplication ici est associée à l'associativité de la composition, en fait. Donc, comme la composition est associative, eh bien, on va avoir les matrices qui seront les mêmes. Et donc, ça, c'est sa matrice, c'est A fois B fois C. Ça, sa matrice, c'est A fois B fois C. Et donc, on a bien A fois B fois C égale A fois B fois C. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1. Dans Mn de K, A fois B est toujours possible. Donc, la multiplication est une loi interne. Et on a vu qu'elle est associative. Soit E égale K puissance N, munie de sa base canonique B. On sait que l'application qui a l'endomorphisme F de associe sa matrice relativement à B est un isomorphisme. Et donc, on a un isomorphisme d'espace vectoriel. De plus, c'est aussi un morphisme du point de vue de la composition et de la multiplication. Donc, si on prend cet anneau-là, grâce à grand M, on va avoir un anneau et un morphisme d'anneau. Alors cet anneau, il va être unitaire, parce que l'unité, c'est facile à voir, c'est la matrice identité, qui est en fait l'image de la
de l'application identité identique de L2. D'accord? Et comme f rond identique égale identité rond f est égal à f, eh bien on a m, enfin, quelle que soit une matrice A fois IN égale IN fois A est égal à A. D'accord? Donc, le fait que ça soit un anneau unitaire, ça implique que lui, c'est un anneau unitaire. Par ailleurs, si on considère les trois opérations, addition, donc c'est un groupe abélien, de multiplication par un scalaire et composition, ici on a addition des matrices, multiplication par un scalaire, multiplication des matrices, d'accord? Eh bien, M est toujours un morphisme qui fait que Mn de K plus multiplication par un scalaire et multiplication est une algèbre unitaire, associative, ça on l'a vu, non commutative, non intègre. Alors, en effet, unitaire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non commutatif, on prend ces deux matrices-là, une matrice où il y a 1 et partout des zéros, et là, la première ligne de 1. Donc, puis avec la règle qu'on a donnée tout à l'heure, c'est facile de voir que 1 fois B est égal à ça, c'est-à-dire à B, et que B fois A est égal à ça, c'est-à-dire à A. Pourtant, A sont différents de B. D'accord? Donc, c'est pas commutatif, puisque A fois B n'est pas égal à B fois A. Et c'est pas intègre non plus, si je prends toujours cette matrice, puis là, je prends un peu la même, mais sauf que le 1, je le mets à l'autre bout. Bon, c'est facile de voir, toujours avec la même règle, que A fois B est égal à B fois A est égal à 0. Pourtant, A et B ne sont pas égaux à 0. Donc, c'est pas intègre. Remarque, si je prends l'application f d'un espace de dimension P vers un espace de dimension n, et si je la suppose linéaire, bien sûr, de matrice A égale MF égale AIJ, appartenant à MNP de K, relativement aux bases BP, BN de EP et EN. Pour J compris entre 1 et P, f de J est égal à ça, classique. JM, ça c'est la JM colonne de A qui donne les coordonnées de f de J, je l'ai déjà dit. Maintenant je prends un vecteur U égale somme de J égale 1 à P de XJ EJ, c'est normal puisque je suis dans un espace de dimension P. Donc ce sont ces coordonnées relativement à la base de cet espace. F de U, ça c'est une opération que j'ai déjà faite, égale somme des XI, XJ, F de EJ. Donc ça fait ça, en rentrant le XJ sous cette somme. Et puis en changeant les deux sommes, ça fait ça. D'accord? Et donc là, j'ai rassemblé en fonction de U. Alors si je pose X égale ça, matrice P colonne, non, P ligne, une colonne, donc je peux l'écrire XJ1, XJ1 égale XJ, eh bien je peux dire que ça peut s'écrire somme des AIJ XJ1. Donc c'est en fait la matrice, ça c'est les termes généraux de la matrice A fois X. Donc ça veut dire que les coordonnées de f de U s'obtiennent en faisant A fois la matrice colonne des coordonnées de U. Exemple, si je prends n égale p égale 2, donc je suis de K2 vers K2 avec la base canonique. Si j'ai une matrice comme ça pour mon endomorphisme F, et que je prends U égale x1 plus y2, bon, eh bien f de U, je vais prendre les coordonnées xy, je les mets en colonne, et je multiplie la matrice par cette colonne. Ça fait 3x plus 2y, moins x plus 5y. F de U est égal à ça. D'accord? Voilà. Donc c'est très facile, quand on connaît une matrice, de trouver les coordonnées de l'image d'un vecteur. Réciproquement, en regardant les notations qu'on avait là juste avant, si A est une matrice NP, donc EP et Fn, deux espaces vectoriels de dimension Pn et de base BPPN, et F, une application linéaire de grand E vers grand F. Alors, pour un vecteur U2, on note XU, ses coordonnées dans BP, en colonne, et YU, ses coordonnées en colonne, les coordonnées en colonne de F de U dans BN. Dire que YU est égal à AXU, quel que soit U appartenant à E,
ça équivaut à dire que la matrice de f est égale à A, que A est la matrice de f dans les bases BP, Bn. Démonstration, en fait on a déjà démontré ça, c'est-à-dire que si A est la matrice de f, on a effectivement ça. C'est la réciproque qu'on va démontrer. Donc soit A c'est une matrice NP, c'est la matrice d'une application linéaire G de EP dans Fn, dans les bases BP et Bn. Les coordonnées, si je prends un vecteur U de coordonnées XU en colonne, les coordonnées de G de U, d'après ce que j'ai démontré juste avant, hein, ça va être AXU. Les coordonnées de G de U sont AXU puisque A est associé à l'application linéaire G. Mais AXU, j'ai supposé ça, ce sont aussi les coordonnées de l'image de f de U. Donc ça veut dire que f de U et g de U ont les mêmes coordonnées. Donc ils sont égaux, les mêmes coordonnées dans la base Bn. Donc g de U est égal à f de U, quel que soit U appartenant à E, ce qui équivaut à dire que g est égal à f, et donc que A est la matrice de f relativement en base Bp, Bn, puisque A c'était la matrice de G, mais comme G est égal à F, bon ben voilà, et on a évidemment l'équivalence. On a terminé la démonstration. Alors, ça veut dire quoi tout ce que je viens de raconter? C'est important, ça veut dire que une relation du type YU égale AXU, hein, A étant une matrice donnée, eh bien ça caractérise l'endomorphisme associé à cette matrice. Ça caractérise de façon unique un endomorphisme de EP vers NP, vers Fn, évidemment dans les bases BP et puis Bn. Alors on va voir ici sur deux exemples comment on peut savoir si une matrice carrée est inversible et, si elle est inversible, calculer son inverse. Exemple avec la matrice B, qui est ici, la matrice A ici. Alors B, c'est la matrice d'un endomorphisme F de R au cube, et on sait qu'elle est inversible si et seulement si car F est égal à 0, ce qui nous amène à résoudre l'équation f de u égale 0, c'est-à-dire bx égale 0. Alors ça équivaut à dire qu'en prenant x égale x, y, z, donc je multiplie b par ce vecteur colonne, ça fait 3x moins y plus 9z est égal à 0, x plus 2y moins 4z égale 0, moins x plus y moins 5z est égal à 0. Après je fais une méthode de Gauss, je supprime d'abord les x. Alors, pour ça, alors tout d'abord, je mets celle-là en première position, hein, pour avoir le pivot. Donc x plus 2y moins 4z égale 0. En deuxième position, je mets celle-là. Et en dernière position, je mets celle-là. Et après, je supprime les x. Alors là, je fais une addition. Hein, ça fait 3y moins 9z égale 0. Je divise par 3. Ça fait y moins 3z égale 0. Là, je multiplie la première par moins 3 que je rajoute ici. Ça fait moins 6 moins y, ça fait moins 7y. 12z plus 9, 21z égale 0. Évidemment, là, je peux diviser par 7 ou par moins 7, peu importe. Et donc, en fait, quand je divise par moins 7, je trouve exactement la deuxième. Y moins 3z égale 0. Donc, j'ai plus que deux équations. Et là, je remplace y par moins 3z. Donc ça fait moins 6z, ça fait y égale 3z, donc ça fait 6z moins 4z, ça fait x plus 2z égale 0. X est donc égal à moins 2z, et y égale moins 3z. Et j'ai toujours l'équivalence. Hein. Donc ça équivaut à dire que x, y, z, c'est z fois le vecteur, ça. Parce que ça, effectivement, ça équivaut à dire que x égale moins 2z, y égale 3z, et puis z égale z, c'est toujours vrai. Et là, on s'aperçoit que le noyau de f va être la droite vectorielle engendrée par le vecteur de r au cube qui a pour coordonnées moins 2, 3 et 1. Donc, ce n'est pas réduit au vecteur nul, ce
qui veut dire que B n'est pas inversible. On fait la même chose pour grand A. Donc on est amené à faire A fois X égale 0. Donc ça nous donne X plus Y égale 0 et 2Y plus Z égale 0. 2X plus Y moins Z est égal à 0. Donc là, les X là, sont déjà supprimés. Là, il faut que je l'enlève. Donc je fais moins 2 fois la première plus ça. Donc ça fait moins Y moins Z égale 0. Puis là, je supprime les Y en multipliant par exemple la dernière par 2 et en rajoutant ce qui nous fait moins Z égale 0. Donc j'ai cette équivalence. Et là-dedans, je remplace Z par 0. Et donc ça fait Y égale 0. Et ça fait X égale 0. Donc ça équivaut à X égale Y égale Z égale 0. Et donc ils sont tous égaux à 0. Ça veut dire que KRF est égal à 0 et que A est inversible. Alors comment va-t-on calculer l'inverse de A? On a la relation X' égale AX qui est équivalente à X égale A moins 1 X'. Donc il suffit partant de X, Y, Z d'écrire que A fois ça est égal à un vecteur X', Y', Z'. Puis ensuite de chercher à exprimer X, Y, Z en fonction des X', Y', Z'. Donc quand j'écris X' égale AX, ça va me donner... c'est les mêmes calculs qu'on a fait pour ça, sauf qu'à la place de 0, ça fait X' égale X plus Y, Y' égale 2Y plus Z, et Z' égale 2X plus Y moins Z. D'accord? Alors, même technique, Gauss toujours. Donc, on ne touche pas aux deux premières, on supprime X ici, en faisant moins 2 fois la première plus la troisième, ça fait moins 2Y plus Y, ça fait moins Y moins Z égale à moins 2X' plus Z'. Puis ensuite ici on supprime, on peut supprimer les Y en multipliant celle-là par 2 et en ajoutant. Donc ça fait Z moins 2Z, ça fait moins Z. Et puis Y' moins 4X' plus 2Z'. Y' moins 4X' plus 2Z'. Donc il y a toujours équivalence. Donc là ça me donne déjà Z en fonction, ça va faire Z égale... Je multiplie par moins 1, 4x', moins y', moins 2z', et je vais le remplacer ici. D'accord? Et je vais obtenir que 2y égale y' moins z, c'est-à-dire y' plus ce truc-là. Alors y' plus ce truc-là, ça fait moins 4x' plus 2y' plus 2z', que je divise par 2, ça fait donc moins 2x' plus y' plus z' pour y. D'accord? Et enfin, pour x, je fais x' moins y. Donc ça fait x' moins ça. Donc ça fait x' plus 2x', ça fait 3x', moins y', moins z'. Et donc j'obtiens que x, y, z est égal à la matrice 3, moins 2, 4, moins 1, 1, moins 1, moins 1, 1, moins 2, fois x', y', z'. Voilà. Car... si vous voulez, car grand X est égal à A-1 X'. Voilà. Donc, la matrice inverse de A, c'est cette matrice-là. Alors, il est facile de vérifier qu'on ne s'est pas trompé en montrant que A fois A-1 est égal à l'identité. Alors, par exemple, je fais les premiers calculs. Avec 3 moins 2, 4. 3 moins 2, 4. Donc, 3 fois 1, 3. Moins 2 fois 1, moins 2, plus 0, donc ça fait 1. 3 moins 2, 4. 3 moins 2, 4, ça fait moins 4 plus 4, ça fait 0. Et pour la dernière, 3 moins 2, 4, ça fait 6. Moins 2, ça fait 4. Moins 4 moins 4 est égal à 0. Donc j'obtiens bien 1, 0, 0 pour la première. Je fais le même calcul avec la deuxième puis la troisième. Je vais obtenir 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Je vous laisse le faire. Mais la technique est là et on peut faire ça en dimension 2, bien sûr, puis en dimension 4 ou 5 si on veut, mais évidemment en dimension supérieure, les systèmes sont plus difficiles. Un exercice d'utilisation d'une matrice pour déterminer les éléments caractéristiques d'un endomorphisme. Donc on considère l'espace vectoriel R, l'espace vectoriel R au cube, F
un endomorphisme de R au cube de matrice A relativement à la base canonique de R au cube. Alors f de 1, f de 2, f de 3, leurs coordonnées sont données par les colonnes de la matrice. Donc f de 1, c'est moins E1, et ses coordonnées c'est moins 1, 0, 0, qu'on peut donc identifier à cette matrice colonne. Hein, c'est-à-dire de 3 lignes, une colonne. C'est une matrice A, 3, 1. f de 2, pareil, qu'on identifie à une matrice 3, 1, ben cette fois-ci 2, 1, 0. Et f de 3, qui fait moins 2E1 plus E3, identifié à la matrice 3, 1, moins 2, 0, 1. A fois A, ben c'est un simple calcul habituel, hein, où on met les colonnes de la seconde matrice sur les lignes de la première, et on trouve facilement I3, ce qui signifie que f'(f) est égal à id de E, et donc on a affaire à une involution, et donc à une symétrie vectorielle. On cherche maintenant les éléments caractéristiques. F de U est égal à U équivaut à AU égale U, équivaut à ça, équivaut à dire ça. Et donc comme ça c'est toujours vrai, équivaut à dire ça une fois qu'on a passé x de l'autre côté, qu'on a divisé par moins 2. Voilà. D'accord? Donc ça nous dit que x est égal à y moins z, que y est égal à y et z égale z. Donc je peux dire que dire ça, c'est équivalent à dire ça, que x, y est égal à ça. Et ça peut s'écrire y facteur de 1, 0, 1, 1, 0, plus z facteur de moins 1, 0, 1. D'accord? Là, j'utilise tout simplement la multiplication d'un nombre par une matrice. Hein. D'accord? Et donc, quand je multiplie y par cette matrice, ça fait bien y 0, et la z par cette matrice, ça fait bien moins z, 0, z, et quand je les additionne, ça fait bien y moins z, y et z. Donc dire ça, ça équivaut à dire que U appartient à, au plan, hein, parce que ça c'est une combinaison linéaire de ce vecteur-là et de celui-là, et donc au plan engendré par U1 de coordonnées ça, et U2 de coordonnées ça. Alors, pour dire qu'un vecteur a pour coordonnées, hein, on écrit U1, les coordonnées à côté, parfois on met égal. Voilà, et bien ça c'est un plan évidemment parce que les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. On n'a pas U1 égale lambda U2, ni U2 égale lambda U1. Alors, f de U égale moins U maintenant. Ben, ça équivaut à dire que moins x plus 2y moins 2z est égal à moins x, y égale moins y, z égale moins z. Donc ça veut dire que y et z sont nuls. Et puis, une fois que j'ai mis y égale z sont nuls, ben là ça fait 0 égale 0. Donc ça veut dire ça. Donc dire que f de u égale moins u, ça équivaut à dire que x, y, z égale. Alors pour y et z c'est 0, pour x, ben, je laisse x. Hein. Donc ça fait x fois 1, 0, 0. Donc ça veut dire que u appartient à la droite engendrée par u3. D'accord ? Alors on sait évidemment, donc on va avoir une symétrie par rapport au plan P engendré par U1 et U2, suivant la droite D engendrée par U3. Évidemment, P et D, on le sait, sont supplémentaires. Et U1, U2, U3 forment une base de l'espace vectoriel. Dans la base, d'ailleurs, U1, U2, U3, qu'est-ce qui se passe? U1 peut image U1 par F, U2, U2, puisqu'ils appartiennent au plan, et U3, moins U3. Donc la matrice, c'est celle-là. C'est pas la même que la matrice qu'on s'est donnée dans la base canonique. D'accord? Alors on parlera des changements de matrice un petit peu après. Matrice diagonale. C'est une matrice carrée dont les termes non diagonaux sont tous non nuls. Sont tous nuls, pardon. Donc c'est une matrice AIJ appartenant à Mn de K. Et vérifiant si I est différent de J, alors AIJ égale 0. Donc il ne reste plus que les AII, I allant de 1 à N, sur la diagonale. Autrement dit, c'est une matrice qui va être comme ça. A1, 1, A2, 1, jusqu'à AN, N, et ailleurs, il y a des zéros partout. Si A et B sont diagonales d'ordre N, alors A fois B, B fois A sont diagonales d'ordre N, et A fois B égale B fois A. En effet, le terme général, CIJ, de A fois B, il est donné comme ça. Et ça fait quoi? A et K, il est nul quand K est différent de I, donc il va rester que K égale I.
pour K égale I, ici ça fait BIJ. Donc il reste que ça. D'accord? Et encore, BIJ, il est nul si I est différent de J. D'accord? Et sinon, bah, ça fera AII, BII quand I est égal à J. D'accord? Donc, A fois B, je peux dire que c'est son terme général, c'est ça. En effet, si je regarde ce terme général, AIJ fois BIJ, ben, si I est différent de J, celui-là est nul, celui-là est nul. Donc, en fait, les termes généraux de cette matrice-là, eh bien, ça va être 0, sauf si I égale J. Et si I égale J, ça fait AII, BII. D'accord? Donc, ça fait exactement comme ça. Bon, bah, ça, c'est exactement BIJ, AIJ. Et donc, ça aussi, ça va être nul si I est différent de J. Et puis, sinon, ça ferait BII, AII, c'est-à-dire la même chose que là. Donc, c'est égal à BA. Donc, le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale. Ce résultat-là, et puis donc, ce qu'on vient de voir, c'est que si l'entier naturel n est supérieur ou égal à 1, on nomme dn de k l'ensemble des matrices diagonales d'ordre n. Alors, la matrice nulle d'ordre n et la matrice identique d'ordre n sont des matrices diagonales. Et si A et B sont deux matrices diagonales, et lambda un scalaire, lambda A plus B est diagonale. Lambda A est diagonale, et puis A plus B, on a vu, c'était diagonale aussi. Donc lambda A plus B, c'est diagonale. C'est évident du reste. Dn de k est un sous-espace vectoriel, donc Dn de k est un sous-espace vectoriel du k espace Mn de k. Alors Mn de k est un espace de dimension n au carré, puisque les matrices carrées d'ordre n, elles ont n coefficients, et une base de Mn de k, c'était les matrices ayant un 1 et que des 0. D'accord? Donc il y a n2 emplacements pour le 1. Voilà. Alors Dn de k, lui, il est déterminé par ses coefficients diagonaux, il y en a n, hein, et donc il va être engendré, cet espace, par les matrices qui contiennent 1 sur la diagonale et 1 sur 1 des coefficients de la diagonale et 0 pour tous les autres. Bon, je vous laisse démontrer ça, c'est évident. Enfin, Dn de k, avec l'addition, la multiplication par un scalaire et la multiplication entre matrices, est une sous-algèbre associative commutative unitaire non intègre, si n supérieur à 1 non intègre, de Mn de k plus multiplication par un scalaire multiplié. Alors, celle-là était déjà associative, elle n'était pas commutative, mais là on a vu que c'était commutatif. Unitaire parce que identité appartient, et diagonale. Non intègre, ça on l'a déjà vu parce que c'est la même raison qu'ici. On prend une matrice diagonale avec un 1 sur la diagonale et que des 0 ailleurs, puis une autre avec un 1 à un autre endroit et que des 0 ailleurs. C'est des matrices non nulles, et quand on les multiplie, A fois B fait 0. Matrice triangulaire supérieure d'ordre n. Donc c'est une matrice carrée d'ordre n, et ce qu'on veut, c'est que tous les termes au-dessous de la diagonale principale c'est celle-là, l'autre c'est pas une principale. Donc au-dessous de la diagonale principale soit nuls. Donc si on prend t égale AIJ, elle va être diagonale supérieure si AIJ est égal à 0 dès que I est supérieur à J. Exemple, celle-là est diagonale supérieure. On note Tn de k leur ensemble. Donc c'est un ensemble qui contient évidemment la matrice nulle, la matrice identité. Toutes les matrices diagonales font partie de cet ensemble d'ailleurs. Alors matrice triangulaire inférieure, c'est la même chose mais avec I inférieur à J. D'accord? Bon, on utilise surtout les matrices supérieures, il faut quand même le dire. Donc ça par exemple, c'est une matrice inférieure. D'accord? C'est une matrice triangulaire inférieure. Alors celle-là était une matrice triangulaire supérieure. Alors, si lambda appartient à K, si A et B sont deux matrices triangulaires supérieures d'ordre n, lambda A plus B est une matrice triangulaire supérieure d'ordre n. D'accord? Et Tn de K est un sous-espace vectoriel du K espace vectoriel Mn de K. Bon, c'est évident parce que le terme général de lambda A plus B, c'est lambda AIJ plus BIJ. Et pour I supérieur à J, AIJ égale BIJ égale 0, donc lambda AIJ plus BIJ aussi.
Alors, A fois B, on va montrer que effectivement ça appartient à Tn de K. Alors Tn de K va être une sous-algèbre du coup, associative, bon c'est pas étonnant, unitaire puisque l'identité de n en fait partie, non commutative, on verra pourquoi, et non intègre de Mn de K. Alors, je prends A et B, des triangulaires supérieurs, A fois B égale CIJ, avec CIJ égale somme de K égale à N, de AIK, B, KJ. Mais pour I supérieur à K, AIK est nul. Donc dans cette somme, il va rester que la somme de pour K allant de I à N, des AIK, B, KJ. Sauf que si J est inférieur à I, comme K, lui, il est supérieur à I, K va être supérieur à J. D'accord? Et du coup, BKJ va être aussi nul. Donc en fait, le résultat, si J est inférieur à I, il n'y aura que des zéros dans cette somme et CIJ sera égal à 0. D'accord? Donc c'est bien une triangulaire supérieure. Voilà. Donc 0 et IN appartiennent à Tn. Donc elle n'est pas intègre. Dn de K bah, déjà n'était pas intègre. Hein. Donc celui-là ne va pas être intègre puisque Dn est inclus dans Tn. Et puis c'est pas commutatif. Bah, je reprends l'exemple que j'avais déjà donné pour Mn de K de ces deux matrices. A fois B est égal à A, B fois A est égal à B, A est différent de B. Donc effectivement, ça n'est pas commutatif. Nous voyons maintenant les matrices des homothéties, projections et symétries vectorielles. D'abord l'homothétie vectorielle, si H est une homothétie vectorielle de rapport lambda dans l'espace vectoriel grand E de dimension n, sa matrice dans n'importe quelle base B de E est lambda identité de n. Lambda IN. Réciproquement, si A est une matrice d'ordre n égale à lambda IN, alors c'est la matrice de l'homothétie de rapport lambda dans la base canonique de K puissance n. Petit 1, on prend B égale famille EI, base de E, H de I est égal à lambda EI, puisque H de U est égal à lambda U, quel que soit le vecteur U. Donc la matrice de H est bien égale à lambda IN. Et petit 2, si A est égal à lambda IN, GF de I est égal à lambda EI quel que soit I, donc F de U va être égal à lambda U quel que soit U. Il suffit de dire que si U est égal à la somme des xi EI, eh bien F de U est égal à la somme des xi F de EI, c'est-à-dire à la somme des xi lambda EI, c'est-à-dire à lambda fois la somme des xi EI, et donc à lambda U. Donc on a bien affaire à une homothétie. Propriété suivante, si E est de dimension n, et que f et g sont supplémentaires avec f de dimension r, eh bien, soit P la projection sur f suivant g, S la symétrie par rapport à f suivant g, alors il existe une base de E telle que dans cette base, la matrice de P soit de cette forme-là, la matrice de S soit de cette forme-là. IR et IN-R, ce sont les matrices identités d'ordre R et d'ordre N-R. Donc en fait ici, on voit qu'on a affaire à une matrice diagonale avec une partie de la diagonale supérieure qui est égale, principale qui est égale à 1, et là, une partie qui est égale à 1, une partie qui est égale à moins 1, voilà. Démonstration, on considère une base EI de E, et telle que, enfin formée à partir d'une base de F et d'une base de G qu'on réunit. Alors, on a vu que c'était possible. Donc ça nous fait les EI jusqu'à R, base de F, et les EI entre R plus 1 et N, base de G, et donc le total, ça nous fait une base de E. D'accord? Pour laquelle EI a pour image EI par la projection P, puisque EI est F est engendré par ces EI-là, hein, donc EI appartient à F, donc voilà, il est projeté en lui-même, et puis par la symétrie aussi. Et par contre, quand on est entre R plus 1 et N, EI est projeté en 0, d'accord, alors que par la symétrie en moins EI. Donc ça nous fait tout de suite, voilà, ça nous fait ces deux matrices, parce que ici, EI entre 1 et R, ben, c'est projeté en lui-même, puis ailleurs c'est projeté en 0 pour la projection, puis là c'est projeté en lui-même, et là c'est projeté en l'opposé.
Réciproquement, si on a une matrice comme ça et une matrice comme ça, d'ordre n, A, on considère une base canonique, la base canonique de K puissance n, A, la matrice de la projection P. Alors A est la matrice de la projection P sur F qui est engendrée par les EI I entre 1 et R, suivant G, espace vectoriel qui est engendré par les EI entre R plus 1 et EN. On sait que F et G sont supplémentaires et B, ça va être la matrice de la symétrie S par rapport à F suivant G, où EI est donc la base, on a dit, canonique de E égale K puissance n. Alors, en effet, pourquoi? Parce que EI entre I et R, EI, il va être projeté, je ne sais pas au début, j'appelle P l'endomorphisme associé à A, et puis S l'endomorphisme associé à B. Je ne sais pas encore si c'est des projections et des symétries. Mais ce que je vois, c'est que P de EI est toujours égal à EI, d'accord, quand I est entre 1 et R, et entre R plus 1 et N, il est projeté en 0. D'accord. Donc si je prends un vecteur U, je le décompose suivant F plus G en ça, plus ça, c'est ça sa décomposition, et bien par la projection, ça va donner somme des EI, des xi EI entre 1 et R, c'est-à-dire U1. D'accord. Donc c'est bien une projection. Et puis pour la symétrie, eh bien c'est pareil quand I est entre 1 et R, EI a pour image EI, mais après, quand I est entre R plus 1 et N, EI a pour image moins EI. Donc le vecteur U, là, décomposé suivant U1 plus U2, il va avoir comme image ça, plus somme des xi fois moins EI, je sors le moins, et donc j'obtiens U1 moins U2, et ça me dit bien que S est la symétrie par rapport à F, suivant G, voilà. Transposé d'une matrice. On considère une matrice A égale à IJ appartenant à MNP de K. Sa transposée sera la matrice TA, notée TA, appartenant à MPN. Donc on a inversé les lignes et les colonnes de K, où TA égale BIJ défini par, alors pour I compris entre 1 et P, alors que là I était compris entre 1 et N, J compris entre 1 et N, alors que là J était compris entre 1 et P, BIJ égale AJ. Donc ça donne quoi? Ça donne qu'on inverse les lignes et les colonnes. Donc par exemple, sur une matrice de 3, la première colonne devient la première ligne, la deuxième colonne la deuxième ligne, la troisième colonne la troisième ligne. Sur une matrice carrée, c'est plus facile, enfin ça revient exactement au même, et il y a une symétrie par rapport à la diagonale principale. Alors évidemment, on a transposé de la transposée de A qui va être égale à A, parce que si je retranspose, AJ va devenir AIJ, donc je retombe sur A. D'accord? Donc si je considère, alors maintenant, deux matrices A et B appartenant à MNP de K, et lambda un scalaire, alors T transposé de A plus B égale transposé de A plus transposé de B, et transposé de lambda est égal à lambda transposé de A, c'est évident. Le terme général de A plus B, c'est AIJ plus BIJ. Sa transposée, ça sera donc AJI plus BJI, ce qui fait exactement transposé de A plus transposé de B, c'est pareil ici. Donc l'application phi de MNP vers MPN qui a A associé à la transposée de A est un isomorphisme d'espace vectoriel. Alors c'est un morphisme grâce à ce qu'on a vu. Et puis d'autre part, transposé de transposé, ça nous fait phi rond phi va être égal à l'identité, ça explique l'isomorphisme. Si je prends une matrice ici, d'accord, je prends sa transposée ici, et je sais que cette matrice de départ va être la transposée de celle-là, d'accord. Et bon, comme phi rond phi est égal à l'identité, de toute façon, on a un isomorphisme, puisque l'application est involutive. Si A appartient à MNP, B appartient à MPQ, donc là il faut que ça se suive pour pouvoir multiplier. ABP appartient à MNQ, la transposée à MQN, la transposée de B à MQP, la transposée de A à MPN. Quand on les multiplie, ça appartient aussi à MQN. Eh bien en fait, elles sont égales. Transposée de A fois B égale transposée de B fois transposée de A. Alors, je vous mets en garde, la multiplication n'étant pas commutative, transposé de B fois transposé de A, a priori, n'est pas égal à transposé de A fois transposé de B.
Démonstration, eh bien on prend donc deux matrices AIJ, BIJ. On écrit la transposée de A qui est AJ, la transposée de B qui est BJ. A fois B qui est CIJ égale la somme de K égale 1 à P des... Parce que là je multiplie A fois B. Hein. Donc K égale 1 à P. Oui, je suis là. K égale 1 à P des A, I, K, B, K, J. D'accord, en prenant I entre 1 et N et J entre 1 et Q. Sa transposée, c'est donc CJI. Alors, donc, on inverse les J et les I. Donc, ça fait somme de AJK, BKI. Voilà. Et évidemment, I est entre 1 et Q. Hein, on inverse I et J. Donc, I est entre 1 et Q et J entre 1 et N. Voilà. Et maintenant, si je fais transposer de B fois transposer de A, c'est alpha IJ. Alors, ça va être la somme des B'IK A'KJ. D'accord? Alors là, ça va faire un AJK. Et ça va faire un BKI. Et donc, j'obtiens ça. Et je constate que c'est pareil que C'Ij. Hein, parce que, de toute façon, les I varient aussi entre la même chose. Donc, transposé de A fois B égale transposé de B fois transposé de A, c'est aussi simple. Remarque, si A appartient à MNK, A est triangulaire inférieur si et seulement si TA est triangulaire supérieur. Je prends une matrice AIJ. Elle est triangulaire inférieure si et seulement si I inférieur à J implique AIJ égale 0. Donc ça équivaut à dire que pour J supérieur, oui, alors j'inverse les I et les J, que si J est inférieur à I, AJI est égal à 0, on est d'accord? Ce qui équivaut à dire que si I est supérieur à J, A'Ij est égal à 0 puisque A'Ij c'est AJ. D'accord, hein, puisque TA égale A'Ij, c'est AJ. Et ça équivaut à dire quoi? Ben, ça équivaut exactement à dire que la transposée de A est triangulaire supérieure. Là, on n'a pas à se poser de questions sur entre quoi et quoi varient I et J, puisque la matrice est une matrice carrée. A appartient à Mn de K. Matrice symétrique. On dit qu'une matrice A égale AIJ de Mn de K est symétrique si la transposée de A est égale à A. C'est-à-dire si AIJ est égal à AJ, quel que soit IJ, compris entre 1 et N. Bon. Un exemple, c'est par exemple la matrice 3, 3, 1, 2, moins 1, 2, moins 1, 0, 4. Puis là, je mets la même chose encore. Donc, je mets par exemple 5 et 5. Voilà une matrice symétrique. Ce terme-là, hein, tout ce qui est symétrique par rapport à la diagonale principale. L'ensemble SNK des matrices symétriques d'ordre n est un sous-espace vectoriel de Mn de K. Ça, c'est très facile à démontrer. 0 et IN, d'abord, appartiennent à Sn de K. Les matrices diagonales sont aussi des matrices symétriques. Hein. Donc, c'est un ensemble qui n'est pas vide, bien sûr. Et si A et B sont symétriques et que lambda appartient à K, lambda A plus B est évidemment symétrique parce que le terme générique de lambda A plus B, ça va être lambda AIJ plus BIJ, et il sera égal à lambda AJI plus BJI, puisque AIJ est égal à JI et BIJ égale BJ. Donc voilà, on a bien un espace vectoriel. Alors on a déjà vu que la dimension de dn de k c'est Tn. Et bien maintenant on va voir que Tn de k et Sn de k sont eux aussi de dimension finie, mais ça on s'en doutait, hein, puisque c'est des sous-espaces vectoriels de Mn de k qui lui est d'ordre n2, donc sont de dimension n plus 1 sur 2. Ce qui est parfaitement valide parce que des deux entiers n et n plus 1
il y en a forcément un des deux qui est pair, et donc ça donne bien un nombre entier naturel. Soit UIJ, la matrice d'ordre n dont les coefficients sont tous égaux à 0, sauf UIJ égale 1. Donc des matrices comme ça, en triangulaire supérieur, il y a donc n possibilités sur la première ligne, plus n moins 1, plus etc. jusqu'à 1 égale n plus 1 sur 2, matrice triangulaire supérieure UIJ. D'accord? Voilà. Si je prends T égale AIJ, une matrice triangulaire supérieure, ben elle est la somme des AIJ, UIJ comme ça, I inférieur ou égal à 1. Par exemple, si je prends, alors là je reprends une triangulaire supérieure, par exemple, je vais prendre ça, d'accord? Eh bien, c'est bien une fois la matrice qui a 1 et puis des zéros partout, plus deux fois la matrice qui a 1 ici et des zéros partout ailleurs, plus moins une fois la matrice qui a 1 ici et des zéros partout ailleurs, etc. Voilà. Et puis les n plus n moins 1 plus 1 que j'ai fait tout à l'heure, c'est 1, 2, 3, plus 2, plus 1. D'accord? Donc ça donne ce nombre-là. Alors donc, dire qu'elle est triangulaire supérieure, ça implique ça. Et donc, ça veut dire que la famille des UIJ pour I inférieur ou égal à J est génératrice de T. D'accord? Et maintenant, si je suppose que somme des lambda IJ, UIJ pour I inférieur ou égal à J égale à 0, ben je vais me retrouver avec une matrice T égale lambda IJ qui va être triangulaire supérieure et qui aura tous ses coefficients nuls. Donc ça équivaut à dire que tous les lambda IJ sont nuls. Et donc j'ai bien aussi une famille libre, donc c'est bien une base. D'accord? Et comme j'ai dit qu'il y avait n plus 1 sur 2 matrices triangulaires supérieures de ce type, sa dimension c'est n plus 1 sur 2. Alors maintenant les matrices symétriques, dire que M est une matrice symétrique, ça équivaut à dire que AIJ est égal à AJI. Bah, quel que soit I et J, mais il suffit de dire quel que soit I inférieur ou égal à J, parce que une fois que j'ai déterminé la partie supérieure, bah, ensuite je complète tout naturellement pour avoir la partie inférieure. Donc ça équivaut à dire que M est égal à somme des AIJ, UIJ, ça veut dire ces trois termes-là, hein, plus la somme des AIJ, UIJ qu'il y a au-dessus, ça veut dire ces trois termes-là, d'accord, plus ceux qu'il y a au-dessous, ces trois termes-là, d'accord. Pour ceux qu'il y a au-dessous, je laisse I inférieur à J, mais évidemment, je prends la transposée, donc je mets UJ. Hein, voilà. Parce que la partie du dessous, c'est la transposée de la partie du dessus. Donc, ça me fait une somme comme ça. Je rassemble mes U, IJ et UJ. D'accord? Alors ça va donner quoi comme par exemple, sur l'exemple que j'ai ici, bien ça va donner des matrices. Alors, il y aura 0 sur la diagonale. Puis, par exemple, il y aura, ça, c'en est une. D'accord? Ça, c'en est une. Ça, c'en est une autre. D'accord? Et puis, ça, c'en est une autre. Voilà. Alors, donc, j'obtiens ça. Et ça, c'est une matrice, évidemment, symétrique, puisque il est évident que si j'inverse J et I, ça fait UJ plus UIJ. Donc, ça fait la même chose que ça. Et ça, c'est aussi une matrice symétrique. Hein, c'est une matrice diagonale. Donc, là, j'ai une partie génératrice de Sn de K. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je dis que somme des AII, alors j'aurais dû mettre, pour faire plus joli, j'aurais dû mettre lambda A, lambda II, UII plus somme pour I inférieur à J des lambda IJ facteur de UIJ plus UJI est égal à 0. Ben, en fait, je remonte, je fais comme ça, hein, et puis je vais remonter jusqu'à une matrice qui va être symétrique. D'accord? Donc, et les coefficients de cette matrice, ça va être les lambda II, lambda IJ. Donc, ils sont tous nuls. Donc, tous les lambda IJ vont être nuls. Et donc, ma matrice
oui, ma matrice va être nulle, la matrice symétrique, donc tous les lambda IJ vont être nuls, et donc j'obtiens que c'est une famille libre, et comme elle était génératrice, j'obtiens ainsi une base de Sn de K. D'accord? Alors sa dimension, il y a combien de matrices de ce type? Là, il y en a n, d'accord? Et puis ici, il y en a autant que de matrices UIJ qui ont I inférieur à J. Alors là, I inférieur à J, ça veut dire que pour être I inférieur à J, ça ne doit pas être égal à J. Donc je ne prends pas la diagonale en fait. Donc je vais faire n-1 plus n-2 jusqu'à 1. En fait, je fais ça. n-1 plus n-2, d'accord, plus etc. jusqu'à 1. Alors ça fait quoi? Ça fait n-1 sur 2. Donc ça fait n plus n-1 sur 2. Et quand je mets en même dénominateur, ça fait 2n moins n, ça fait n plus n au carré. Et donc ça fait n plus 1 sur 2. Et c'est gagné. J'obtiens bien le résultat. C'est-à-dire que Sn de K et puis Tn de K, c'est ici, ont tous les deux la même dimension, n plus 1.